rôle. Oui, on a avec nous Delphine. Delphine, merci d'être là. Je pense que ça vaut la peine de vous donner un petit peu un aperçu de votre background parce que c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez une formation d'ingénieur en nanotechnologie et microélectronique et un doctorat en sciences du comportement. Vous avez aussi enseigné pendant 20 ans, puis vous dirigez maintenant les formations en IA au sein de la compagnie MoveAI. J'ai lu récemment le billet que vous avez publié sur C-Sciences, puis vous écriviez que les enseignants passent en moyenne 30% de leur temps de travail annuel sur des tâches à très faible valeur ajoutée en dehors des heures de leur temps d'enseignement. Donc, dites-nous, comment l'IA et notamment les assistants virtuels éducatifs peuvent-ils aider les enseignants à se concentrer de nouveau sur la dimension humaine de leur métier? Oui, tout à fait. Alors, Marie-Paul, c'est intéressant parce que l'ensemble de mes voisins, que ce soit Jean-François, Stéphanie ou Manon, l'ont tous souligné. L'IA, c'est avant tout un outil. Ça, c'est le premier point qui doit vraiment être bien compris, bien assimilé par l'ensemble des personnes qui assistent à cette journée. C'est un outil qui, comme tout outil, est là pour décharger les professionnels, les experts qui peuvent le manipuler, dont les enseignants dans le domaine de l'éducation. Et cet outil, vous pouvez l'utiliser notamment pour deux choses dans l'enseignement. La première fonction, c'est vous décharger, comme l'a expliqué Stéphanie tout à l'heure et comme l'a expliqué également Jean-François sur Alloprof, vous décharger d'un certain nombre de tâches qui sont des tâches répétitives et administratives, qui ne sont pas les tâches sur lesquelles, quand l'éducation, quand l'enseignement, c'est notre passion, sur lesquelles on a beaucoup de plaisir à passer du temps, même si la correction, ça peut aussi être un exercice qui nous donne des informations sur l'acquisition des connaissances de nos élèves. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'exercices correctifs sur lesquels on peut gagner du temps. Et ça, l'intelligence artificielle est là pour ça, donc pour nous décharger. Et tout ce temps qu'on est capable de récupérer, on va pouvoir le remettre en classe, en temps de qualité, comme l'expliquait Manon quand elle est avec ses élèves, enfin quand elle était avec ses élèves autour de cette idée de pirate. Alors notamment, les assistants virtuels, comme tu disais Marie-Paul, ont cette vertu, enfin cet objectif en tant qu'outil. Alors des assistants virtuels, vous en voyez depuis des années, c'est ce qu'on appelle les chatbots, qui sont intégrés en général en début de parcours sur des plateformes d'apprentissage. Vous savez, ces fameux LMS, Learning Management System, qui sont les plateformes d'apprentissage qu'on va surtout introduire dans des parcours d'apprentissage à partir de la secondaire ici, et qui permettent en fait de récupérer l'ensemble des questions sur lesquelles il n'y a pas énormément de valeur ajoutée de la part de l'enseignant à passer du temps à répondre à ces questions. Ça peut être des questions administratives, c'est les questions récurrentes qui reviennent constamment sur vos cours. Et là, effectivement, on a un outil qui vous décharge de ces éléments-là. Donc ça, c'est juste une illustration, les assistants virtuels. Mais en fait, on en a des tas aujourd'hui, des robots qui viennent récupérer l'ensemble des tâches administratives. On a des robots qui sont capables d'aller scanner un ensemble de mails, d'identifier les champs expéditeurs, destinataires, d'identifier les objets, de manière à ensuite aller traquer et répertorier des pièces jointes, les déposer aux bons endroits sur les serveurs pour récupérer toute une partie des tâches administratives. Les fonctionnalités et les usages de l'IA sont multiples, tout comme le sont tous les usages de différentes technologies. Et l'IA n'est qu'une technologie. Voilà, c'est le premier point. Et je ne sais pas si je peux enchaîner sur la personnalisation. Oui, bien sûr. La deuxième fonctionnalité, donc je parlais première fonctionnalité de l'IA, c'est récupérer toutes ces tâches administratives qui nous prennent beaucoup de temps en tant qu'enseignants. La deuxième grande fonctionnalité de l'IA, c'est nous permettre de personnaliser des outils. La personnalisation, on la retrouve à travers les recommandations. La personnalisation, vous la trouvez, comme disait Jean-Daniel, quand vous êtes sur Netflix, sur Spotify, et sont des outils qui vont vous proposer à vous des séries, des films, des musiques qui ne proposent pas à vos enfants, à votre compagne, à votre compagnon. C'est un peu ce que propose Lexio, par exemple, des ressources qui arrivent ou Alloprof aussi. Là. Exactement, à travers des outils de recommandation, ce qu'on appelle qui génèrent des recommandations qui sont vraiment ciblées. On est capable de faire exactement la même chose, effectivement, aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Et ça, c'est génial, parce que quand on est enseignant, très rapidement, c'est parmi les premières recommandations qu'on nous donne, c'est tu dois réussir à personnaliser ton cours. Mais quand on a 20, 30, 40 et puis après 300, moi j'ai enseigné à l'université, 300 élèves devant soi en cohorte, la personnalisation est extrêmement difficile. Et là, quand ils sont intégrés à des outils,
Les algorithmes d'intelligence artificielle, effectivement, ont cette capacité à personnaliser. Personnaliser quoi? Personnaliser les exercices qui sont soumis aux élèves par rapport au niveau de difficulté des exercices qu'on leur soumet, personnaliser forcément les inputs de contenu qu'on va leur donner, et puis nous fournir à nous, au niveau d'analytics, c'est-à-dire de données, tout un ensemble d'informations qui vont nous permettre véritablement de suivre le parcours de nos étudiants, de voir à quel moment on a des étudiants qui décrochent, peut-être même d'anticiper, parce que l'IA fait du prédictif. L'IA nous aide à prédire des comportements et à prédire des besoins sur la base de données. Il n'y a rien de magique, c'est de l'analyse de données. La grande majorité des doctorants jouent sur des ensembles de données et font de l'analyse de données. Et l'un des grands objectifs de l'analyse de données, c'est de prédire des comportements humains. C'est ce qu'on fait depuis les années 50, quand on s'est lancé dans des recherches en sciences humaines et sociales. Ça existe présentement. Il y a des ministères, il y a des gouvernements qui mettent ça en place, ce genre de logiciel-là, présentement. Pour faire du prédictif, tout à fait. C'est l'IA aujourd'hui, les grandes fonctionnalités de l'IA aujourd'hui, on en a 4. Et l'une des grandes fonctionnalités de l'IA, c'est de permettre de prédire des comportements, et notamment les comportements humains. Ça peut être utilisé également en combinant les algorithmes d'analyse d'images qu'on utilise en dermatologie pour faire du prédictif sur la probabilité que, effectivement, ce qu'on vient de capturer est un mélanome, etc. Donc, le prédictif, c'est une forte fonctionnalité de l'IA. Ouais. Ça permet donc de personnaliser en plus l'intervention qu'on va faire auprès de l'élève. Puis j'imagine que ça peut permettre de mettre les élèves justement plus en action. Est-ce qu'il y a un côté ludique aussi à ça? Oui, tout à fait. Le fait de récupérer du temps, déjà, ça nous permet, comme finalement l'illustrait Manon il y a quelques minutes, ce temps qu'on récupère, c'est du temps qu'on va pouvoir de nouveau allouer nous-mêmes à la réflexion sur le cours, sur le temps humain qu'on va passer avec nos étudiants. Et donc, du coup, quand on a plus de temps à passer sur la réflexion de ce cours, on peut être d'autant plus créatif. On peut revenir vraiment sur ce principe d'empathie de quand je suis en classe avec mes étudiants, comment est-ce que je les mets en action? Comment est-ce que, parce que l'action est aussi un élément qui favorise l'ancrage mémorial en pédagogie, on le sait. Quand les individus, ne serait-ce que sont debout, commencent à bouger, on a une activation des neurones moteurs chez l'individu, et donc c'est extrêmement important pour la mémorisation des notions. Et puis derrière, on peut jouer sur la pédagogie. Alors, on peut jouer sur la pédagogie de manière réelle, exactement comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le carré, et c'était extraordinaire. Parce que, en termes de mémorisation, je suis certaine que 90% des éléments dont vous allez entendre parler aujourd'hui, vous les aurez presque oubliés. D'ici 6 mois. Je suis sûre que si on se recroise, peut-être même que vous aurez oublié que j'ai pris la parole à ce panel aujourd'hui. En revanche, vous allez tous vous souvenir, et je pense même que vous allez en parler, de ce qu'a fait Jean-Daniel tout à l'heure quand il a envoyé ce carré dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une action humaine, parce que c'était physique, parce que il y a eu de la motricité, parce que ça a généré des rires, il y a eu de l'émotion. Et c'est en ça aussi que l'IA est intéressante, c'est-à-dire qu'en récupérant tout ce temps qui est pris chez l'humain, sur des choses sur lesquelles finalement on n'a pas de valeur ajoutée humaine à passer tout ce temps-là d'analyse, on peut repasser du temps sur la créativité, sur l'imagination. C'est tellement précieux. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir Delphine. Merci beaucoup. Merci. Parlant du cube. Justement. Le cube Eureka, moi, je prédis qu'il y aura des questions dans la salle, même si je ne suis pas une intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous levez la main, je vous pitch le cube, vous essayez de l'attraper, sinon vous l'absorbez avec le visage. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez y réfléchir. Si on a des questions, je sais que les gens sur les internets ou ceux qui nous regardent en différé, malheureusement, vous enverrez vos questions à Camille Turcotte sur le site de la STQ. Sur place, on vous lance le cube s'il y a des questions. Puis sinon, on en a d'autres aussi, oui. Marie-Paul. Puis vous les prenez live aussi, les questions des gens qui nous écoutent live. On va essayer. Je pense qu'il y a un petit souci avec les internets, mais on y reviendra. Moi, j'étais peut-être juste curieux de creuser un petit peu. Est-ce que c'est dur d'installer, de démarrer avec l'intelligence artificielle? Peut-être Jean-François, est-ce que c'était coûteux? Est-ce que c'était compliqué de mettre en place l'intelligence artificielle sur votre site web? Il y a différents niveaux où l'IA peut devenir coûteux. Dans notre cas concret, l'exemple qu'on parlait tantôt, non, ça n'a pas été très compliqué, ça n'a pas été très coûteux. On a utilisé, en fait, les élèves ont utilisé les étudiants ont utilisé des librairies qui existaient. Fait que c'était assez simple.
Par contre, par le passé, on a eu d'autres systèmes IA. On a eu un d'ailleurs avec MoveAI. La difficulté, bon, déjà, ça peut demander beaucoup de temps de processing. Fait qu'on est en utilisant des fonctionnalités cloud, ça peut devenir cher si on utilise beaucoup live des processeurs live en direct. Ça peut coûter très cher. Ensuite, je dirais, ce qui est le plus coûteux, c'est qu'il ne faut pas laisser devenir un peu caduques nos modèles. Il faut les réentraîner, il faut faire de l'optimisation, il faut faire de la maintenance. C'est là que c'est un petit peu plus touché. Je dirais que présentement, par contre, au moins, on a de plus en plus accès à des algorithmes avec le deep learning, entre autres, qui sont de plus en plus déjà prêts pour, comme je disais tantôt, des librairies qui existent, mais maintenant, c'est pas juste des librairies, c'est carrément des réseaux de neurones qui sont déjà là, puis qu'on peut leur garrocher des trucs. Fait que c'est plus, je dirais, dans la maintenance que c'est compliqué et coûteux. Je pense que vous me racontiez aussi qu'il faut tester avec les bonnes personnes l'intelligence artificielle. Tout à fait. Avec les élèves. Vous aviez testé vous-même, la gang d'AlloProf, des recherches un peu aléatoires, puis ça donnait zéro ce que les élèves faisaient en général. Donc, faut entraîner le logiciel avec les bonnes personnes. Et parlant de bonnes personnes, je vais tout de suite donner la parole aux bonnes personnes, aux profs. Et là, je suis un ancien joueur de balle rapide qui est allé aux Jeux du Canada en 2001. Fait que ça date un peu. J'ai de la pression. J'ai besoin d'un peu d'encouragement pour essayer de rejoindre les gars. Oh! Woo! Merci! Alors, vous avez une question. La pause, il y avait quelqu'un aussi à côté de vous qui avait une question. On vous écoute. Bon, avec Facebook, avec Google et compagnie, on se ramasse avec des fois l'intelligence artificielle nous envoie toujours, par exemple, les mêmes sortes de musique, les mêmes sortes de questions, les mêmes sortes de patterns. Est-ce qu'on n'a pas à introduire ce genre de biais-là avec le IA en classe? La question des billets en intelligence artificielle, est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Je vois que Jean-François... Je suis toujours prêt à me mouiller, effectivement. Voilà. Première erreur, me donner un micro. On en parlait tantôt des billets. On en parlait des billets tantôt. Oui, absolument. Google, en 2018, avait lancé un système. On pouvait se prendre un égo-portrait. Il cherchait dans des bases de données, puis il nous donnait un rendu d'une image d'un peintre classique de notre visage. Ça a super bien fonctionné jusqu'à temps que les plaintes arrivent. Les personnes noires, souvent, c'était des images d'esclaves qui revenaient. Ben oui, il avait donné une base de données, probablement qui datait du 17e siècle, d'images. Ben oui, à cette époque-là, c'était ça. Les femmes disaient, ben, on reçoit toujours des images d'hommes. Ben oui, parce que les développeurs et les testeurs, c'était tous des hommes, fait qu'ils regardaient ça, puis ça marche super bien, notre système. Fait qu'absolument, ce qui est important, c'est d'avoir justement un set de données, parce qu'il y a différents endroits où les biais peuvent embarquer. Dans ce que je viens de donner, ça peut être le set de données, ça peut être un biais historique, comme je viens de remarquer par rapport à la base de données des images, et ça peut être juste un biais très humain qui était dans la sélection, qui était dans les tests, qui était dans le développement. D'où l'importance d'avoir de la diversité dans nos équipes aussi. Absolument, de la diversité à tous les niveaux, de la diversité dans les jeux de données, de la diversité dans ceux qui travaillent dans les équipes, de la diversité aussi même dans quel type de données, quel set de données qu'on utilise. On va beaucoup aborder cette question-là dans le prochain panel. Est-ce que je peux me permettre de rebondir là-dessus? Parce qu'il y avait un autre élément de la question, je crois, qui parle des algorithmes de référencement. Donc, on l'a vu avec Facebook maintenant, on n'est pas en contrôle de l'algorithme qui nous présente le contenu. Puis on le sait maintenant, on consomme nos nouvelles, les jeunes encore plus, entièrement presque sur les réseaux sociaux. Et puis ça, c'est un vrai enjeu, puis ça cause parfois une polarisation plus grande de notre société. Demain, 8h30, notre panel va être sur l'éthique de l'IA, on va en parler aussi. Mais je voulais vous parler de Waverly, qui est une entreprise québécoise qui a lancé cette semaine, il y a quelques jours, une application qui s'appelle Waverly, puis qui vous donne le contrôle de votre algorithme de recommandation d'articles à lire. C'est fantastique, ça utilise la reconnaissance, la compréhension du langage naturel. Vous pouvez écrire un petit paragraphe. Moi, ce que je veux, c'est comprendre la crise climatique. Puis là, ils vont vous suggérer des articles qui ont été reconnus et donc scientifiques. Donc, ça vous permet d'éviter tout le noise, tout le ça nous permet de faire nos recherches avec plus de rigueur. La désinformation, exactement. Donc ça, vous pouvez l'utiliser avec vos jeunes en classe, si vous voulez. Cool, très bonne suggestion. On avait une question aussi juste à côté. Oui, allez-y, posez votre question. Ma question était, qu'en est-il de la sécurité des données
parce qu'il y a beaucoup de données. Puis là, on parle d'élèves. C'est du nominatif, du non-nominatif. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Peut-être qu'on peut y aller avec, chez Elexio, comment Oui, vous faites? On en va peut-être y fait, aller avec le ministère par la suite. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui pourra nous répondre. Allez-y, Stéphanie. Donc, en fait, pour la sécurité, nous, on a fait 1 an de recherche-développement parce que la sécurité, c'est une priorité, surtout parce qu'on travaille avec les jeunes. Donc, tous nos certificats, toutes nos licences sont mises à jour. Puis, on a une personne, un programmeur senior qui est spécialisé juste dans la sécurité des données pour s'assurer que tout est correct, actuel et que les élèves n'ont rien à craindre. Donc, ça, c'était un élément qu'on a mis de l'avant dès le début parce qu'on sait que c'est la réalité puis on veut faire attention là-dessus. Je serais peut-être curieux, Marie-Paul, on pourrait peut-être entendre le ministère qui a Oui. de l'Éducation qui a un paquet de données. Je pense que c'est peut-être un peu le sens de la question. Qu'est-ce qu'on fait avec les données de Je peux préciser tous les quelque chose. centres de services scolaires, Aussi. hein, Manon? Les gens mélangent aussi beaucoup la transformation numérique et l'intelligence numérique. Au ministère, c'est 2 chantiers OK. qui sont différents. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, là, parce que, tu sais, on est Pas de de... souci. Mais j'ai Nathalie avec moi qui travaille sur l'intelligence numérique. C'est un chantier où elle pourra répondre à ces questions. C'est vraiment intéressant. Et là, Cube est déjà rendu. Alors, on écoute Nathalie. On peut l'applaudir, Nathalie, du ministère de l'Éducation. Peut-être juste vous pouvez rester à votre place. Peut-être juste qu'est-ce qu'on fait avec les données pour les garder sécuritaires au ministère de l'Éducation? Bon, cette préoccupation est au cœur du développement des outils en intelligence artificielle pour le ministère de l'Éducation. Donc, on a constitué un centre d'expertise en intelligence artificielle qui vient nous accompagner le ministère, mais aussi les réseaux dans tout le développement de ces outils, justement pour s'assurer du respect des principes éthiques, de la sécurité de l'information, de la sécurité de la donnée. Parce que notre réseau, c'est une source de données. Donc, les données sont déjà là et les moyens pour protéger les données sont déjà là. Effectivement, la dénominalisation de la donnée, c'est un sujet qu'il faut mettre en place lors de le développement des outils en intelligence artificielle. C'est possible de développer ce genre d'outils avec des données dénominalisées pour protéger l'identité des élèves. Donc, on ne sait plus à quelle personne appartiennent les données, là, finalement. Effectivement. Il y a différents niveaux d'information. Mettons, le ministère n'a pas accès à des données nominalisées parce que ça appartient pas au ministère. Par contre, les enseignants, les directeurs d'école peuvent avoir accès à certaines données nominalisées pour pouvoir adapter les interventions spécifiquement aux élèves et aider à la réussite scolaire pour les élèves. Ça dépend de qui pourrait avoir l'information. Mais on a cet enjeu actuellement avec l'information, les données qu'on a, et c'est pas quelque chose lié spécifiquement à l'intelligence artificielle. Parfait. Puis peut-être pendant qu'on vous a avec nous, Natalia, comment l'intelligence artificielle pourrait aider les élèves avec les informations que vous avez au ministère de l'Éducation? Justement, c'est qu'on vise à donner aux enseignants, c'est de donner plus d'outils pour aider dans les interventions auprès des élèves. L'idée, c'est de gagner du temps. C'est pas de remplacer l'enseignant, c'est vraiment de donner plus de temps aux enseignants, plus de temps aux élèves et mieux intervenir auprès des élèves avec des plans, des programmes d'intervention adaptés aux besoins des élèves. Donc, le fait de pouvoir identifier quelles sont les difficultés des élèves va vraiment aider à guider les interventions. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. On peut l'applaudir et là, on vous applaudit un petit peu trop vite parce qu'il faut me lancer le micro-cube. Et c'est réussi. Merci beaucoup. On applaudit Natalia. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vois qu'il y a une question là-bas. C'est super loin. Mon bras n'est pas assez fort. Il va falloir faire des relais. Pour ça, je rappelle aux gens, allô, les gens à la maison qui nous écoutent sur Facebook, on est capable de prendre vos questions. Fait n'hésitez pas à nous écrire. Puis les gens du futur, désolé, il y a sûrement une intelligence artificielle qui pourra répondre à vos questions. Alors, j'essaie de me rendre. 1, 2, 3, go! Oh.
Pas si mal, pas si mal, j'en ai pas C'est un trop bon perdu. début, c'est un bon début. On peut faire circuler le micro jusqu'en arrière. En attendant, tiens, peut-être une petite question. Moi, je suis curieux d'avoir. Il y a une anecdote que je voudrais couvrir juste avant la question avec Zelexio, parce qu'on en vient d'en parler avec Natalia que l'intelligence artificielle allait pouvoir nous permettre d'adapter notre programme ou nos actions aux élèves. Et vous avez une anecdote intéressante avec une élève de 4e secondaire, je pense. Oui, en fait, on avait un enseignant qui utilisait notre plateforme. Puis l'anecdote est vraiment en lien avec la boussole d'état émotionnel. Donc, est-ce que savoir si l'élève était anxieux, indifférent, dans son flow, donc dans son développement, dans sa zone de développement proximal, ou il était dans l'ennui. Donc, en fait, l'enseignant a fait le test. Puis, il s'est rendu compte que l'élève était dans l'ennui dans son cours, mais qu'il était dans son flow lorsqu'il était en situation d'aide. Donc, l'enseignant a fait une intervention. En fait, il a changé sa planification pour mettre l'élève de l'avant en disant « J'aimerais ça que tu expliques cette matière-là pour un petit groupe. » L'enseignant il a dit « C'est fou, c'est la première fois que je le vois autant sourire. Il était rayonnant. » Puis, c'est exactement ça, Zelexio, c'est on veut pas juste développer des connaissances, on veut développer l'humain. Puis des fois, ben, l'humain, c'est un être complet, puis il faut considérer l'ensemble de l'œuvre, puis pas seulement des résultats. Très, très intéressant. On a une question super intéressante aussi qui s'en vient. On vous écoute. D'abord, est-ce qu'il y a des catchbox en forme de ballon de football? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous chercher ça et nous partager l'information? Je suis sûr que quelqu'un peut trouver ça avec l'intelligence naturelle. On vous trouve l'information dans un instant. Et votre vraie question? Ma vraie question, donc si mes élèves posent des questions à un chatbot puis ils reçoivent les réponses, comment est-ce que moi, je connais leurs difficultés? Peut-être avec Stéphanie Zelexio, puis je serais peut-être curieux d'entendre aussi Delphine par la suite. Ouais. Mais en fait, avec Zelexio, c'est le contraire. En fait, c'est avec l'évaluation que l'enseignant fait, avec une grille descriptive, l'intelligence artificielle va suggérer les ressources par la suite. Donc, après, l'enseignant va être capable, avec son tableau, de savoir si l'élève a cliqué ou non sur la ressource, parce que c'est quand même une information importante. Tu peux donner plein de ressources, mais si l'élève l'ouvre pas, après, tu te demandes pourquoi il s'est pas amélioré puis il a pas progressé, versus s'il a ouvert toutes les ressources qu'il a travaillé puis il a pas progressé, là, tu vas avoir une information supplémentaire pour l'accompagner. Donc, en fait, l'enseignant va avoir beaucoup plus d'informations parce que il va avoir, les évaluations, 2, les commentaires que lui avait écrits. Et il n'y a plus de commentaires faits sur une feuille perdue dans le casier. Tout est dans le nuage. Et ensuite, l'enseignant va être capable de savoir est-ce qu'il a ouvert ou pas la ressource pour l'aider. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, génial. Ça veut dire d'autres questions? Levez la main. Là, dans le fond, ce serait le temps parce que le cube est déjà là-bas. Delphine, je sais qu'il y a toutes sortes d'applications qui existent pour... on en parlait de clavardage pour aider de manière automatique les élèves. Est-ce que vous avez un exemple? Je pense qu'on s'était parlé d'un prof qui a utilisé ça en classe à l'université. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Tu penses à un exemple de bot en particulier ou est-ce qu'elle a été débloquée chez Apprentix, par exemple, sur B12? Oui, allons-y avec ça, oui. Oui, c'est à peu près le même système que chez Zelexio. Je voudrais pas faire de promotion pour une plateforme plutôt qu'une autre. On présente différentes plateformes, voilà, ça va donner plein d'options aux profs qui sont ici. L'idée, effectivement, pour compléter et rebondir ce que vient de dire Stéphanie, c'est que finalement, l'enseignant, il a toujours toute la visibilité sur le parcours de l'élève, y compris les interactions de l'élève avec l'intelligence artificielle. Et il a cette visibilité à travers, je ne sais pas si c'est ce qui apparaît ici également, mais si vous regardez sur les écrans, vous avez ces espèces de diagrammes, ces diagrammes camembert, les évaluations, etc. C'est ce qu'on appelle les fameux dashboards auxquels tous les enseignants ont accès dès lors qu'on va implémenter un système intelligent, un système d'intelligence artificielle avec lequel vos élèves vont interagir. Vous, de manière à ce que vous puissiez faire un suivi, vous allez avoir un de ces fameux dashboards auxquels vous accédez et qui va parfois flaguer certains élèves.
ça sera un système d'alerte pour vous indiquer qu'effectivement, là, il y a un élève sur lequel il faut revenir en interaction dans votre posture d'expert, dans votre posture de conseiller, pour lui redonner le sourire, pour prendre une décision. Parce que finalement, vous voyez ces diagrammes ou l'ensemble de ces graphiques auxquels vous avez accès ne sont que des outils visuels qui doivent vous aider à prendre les bonnes décisions derrière d'interaction avec vos élèves. Hein, c'est toujours. Donc, effectivement, des solutions aujourd'hui, il y en a beaucoup parce qu'on en développe de plus en plus. L'idée, c'est que vous trouviez celle qui va vous convenir et qui conviendra le mieux à vos élèves et qui vous permettra de prendre toujours les meilleures décisions pour vos élèves. Merci beaucoup, Delphine. Il fallait juste que j'envoie le cube derrière pour qu'il y ait une question juste en avant. Fait qu'on va faire circuler le cube jusqu'à l'avant. Ici, on a juste devant moi la table à gauche. Fait que vous pouvez le lancer, monsieur qui est derrière, qui avait le cube. Ah, il y a une question là-bas. Ah, pardon, allez-y. Allez-y avec votre question dans ce cas-là. Excusez. OK. Ma question, c'est que dernièrement, ça fait 2 mois, il y a un article dans la presse qui parle d'une école en Californie. Et cette école secondaire, il y a 0 Wi-Fi. Et les élèves n'ont pas le droit de consulter aucun ordinateur. Ils utilisent les dictionnaires à l'ancienne. Et cette école-là est consultée par la plupart des employés des géants web comme Facebook, comme Apple, comme... Je veux savoir pourquoi cette crainte de la technologie et de ces réseaux sociaux et de cette intelligence artificielle. Les GAFA veulent pas que vous posiez votre question, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un veut se mouiller, voudrait répondre? Il me semble que, oui, Delphine, c'est un peu dans vos cordes. Oui, déjà, la question est très intéressante. Moi, j'arrive pas à voir, il y a de la lumière. Est-ce que la personne qui pose la question pourrait juste se lever? Ah, super. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant, effectivement, ce mouvement qui a lieu principalement en Californie et initié par les salariés des GAFAM, beaucoup d'ailleurs des salariés de chez Google, pour ne pas le citer, et qui a commencé il y a déjà environ une dizaine d'années où en fait les premiers salariés de chez Google effectivement avaient interdit à leurs enfants d'utiliser des tablettes et puis par la suite de se connecter à Internet. Alors c'est intéressant sociologiquement parlant parce qu'en fait on l'a pas dit mais vous l'avez compris et puis vous le savez très certainement, ce qu'on appelle cette intelligence artificielle et ce sur quoi Manon met l'accent, l'intelligence artificielle, ça n'est que l'une des 4 grandes technologies qui aujourd'hui sont en train de disrupter l'ensemble des secteurs, des économies et des sociétés. Hein. L'IA, la blockchain, l'IoT, Big Data et puis le cloud. Les 4. Et on est véritablement dans une nouvelle révolution industrielle. Donc, c'est exactement comme l'automatisation a été une révolution industrielle, comme l'apparition de l'électricité, puis avant les machines à vapeur. À chaque fois qu'on est dans une période de transition sociétale, et on est dans une période de transition sociétale qui est drivée par les technologies, à chaque fois qu'on est dans ce type de période, vous avez des mouvements c'est-à-dire altermondialistes. Quand il y a eu la mondialisation, vous savez, les échanges mondiaux qui ont eu lieu partout sur la planète où on peut acheter des tomates qui arrivent de l'autre côté, qui sont cultivées de l'autre côté de la planète, il y a eu en fait des mouvements qui s'opposent en fait à cette évolution globale. Et de la même manière, on est dans un mouvement qui est global, qui est ce mouvement de cette nouvelle 4e révolution industrielle. Et donc, on a, et ce ne sont pas les seuls, on voit apparaître ces mouvements qui sont un peu mondialistes, qui vont à l'encontre de la révolution. Et alors, ce qui est symptomatique, et ce qui a été beaucoup étudié en sociologie, c'est ce syndrome du parent qui veut tout pour ses enfants, sauf que ses enfants fassent le même métier qu'eux. Vous savez, quand on est artiste, typiquement, on veut absolument pas que nos enfants deviennent artistes. Quand on est enseignant, on veut pas que nos enfants deviennent enseignants. Il faudrait qu'ils fassent autre chose. Et puis parfois, en fait, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les enfants choisissent le même métier que celui qu'on porte, d'autant plus si c'est une passion. Moi, je vois avec le mien. Mais c'est exactement ce qui se passe avec ces salariés qui travaillent chez les GAFAM, parce que
Ils voient le meilleur, mais parfois ils voient aussi ce qu'on peut appeler le pire. Ça correspond aux questions d'éthique. Et donc, bien évidemment, ils souhaiteraient autre chose pour leurs enfants que ce dans quoi ils baignent aujourd'hui. Donc, c'est un mouvement qui est naturel dans l'entropie du monde, si on peut parler ainsi, que à chaque fois qu'il y a un mouvement mondial, en fait, il y a des épiphénomènes qui viennent contrecarrer un petit peu, qui vont à l'encontre de ce grand mouvement mondial un peu de force physique. Et puis, c'est sain. C'est très sain parce que ça amène des questionnements et c'est des questionnements qui amènent un bon équilibre dans l'ordre des choses. Et on est là pour se poser plein de questions. Aujourd'hui, on a d'ailleurs 2 questions en terminant. On en aura une d'abord. On vous la laisse là-bas. Et c'est réussi. Merci beaucoup. Merci. J'aurais aimé vous poser une question. Je sais qu'on se dirige vers la fin de la plénière si je me fie à la pause qui est à 10 heures. Vous êtes observateur, bravo. D'accord, c'est bien. Ma question, c'était comment évalueriez-vous le positionnement stratégique du Québec par rapport à l'intelligence artificielle disons, à travers le monde? Puis, deuxième volet de la question, comment on peut essayer d'augmenter le ratio de créateurs d'IA versus utilisateurs d'IA au Québec? Moi, je peux répondre à ça, si je peux me permettre, parce que le Forum IA Québec, c'est une organisation justement qui entame une réflexion stratégique sur où on est au Québec en matière d'intelligence artificielle, comment on peut s'améliorer. Puis une des choses qu'on a voulu faire, c'est se mesurer au reste du monde. Donc, on a publié l'année dernière un classement mondial qui déterminait qu'on était 7e au monde. On est très, très, très fort en recherche. On traîne la patte un peu en matière de puissance de calcul. De données. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux les exploiter. Puis, un des défis où on se positionne 12e, mais qui est vraiment un défi là, à long terme, c'est le talent, justement. Donc, ça revient à votre question, un peu votre deuxième question. On doit former plus de jeunes. C'est dès maintenant que ça commence parce qu'on n'est pas prêt pour le futur, pour être capable d'avoir davantage de producteurs et d'utilisateurs d'intelligence artificielle. On le voit ici, on a des entreprises d'IA qui utilisent déjà l'IA au Québec pour faire des solutions concrètes. Ce qu'on veut faire, nous, c'est s'assurer qu'ils soient davantage utilisés, davantage mis en valeur, puis que ça puisse devenir vraiment là, des solutions mondiales. C'est ce qu'on veut. Mais pour ça, ça passe par le talent. Ça passe par une plus grande adoption de l'intelligence artificielle. Puis comme on le voit, les milieux preneurs sont souvent pas prêts. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si parmi vous voulez compléter, mais... J'ai vu vraiment les têtes hochées. Je pense qu'on est assez d'accord. Et malheureusement, le temps nous presse, mais ce sera bientôt le moment de la pause. Donc, vous pourrez venir discuter avec nos panélistes, évidemment. Puis, on parle de se préparer maintenant pour l'intelligence artificielle parce que ça s'en vient dans le futur. On terminerait peut-être sur cette question-là en conclusion en 30 secondes. Mais là, un vrai 30 secondes top chrono. Je surveille. C'est quoi le futur de l'intelligence artificielle chez vous? Je vais commencer avec Jean-François. Quel est le futur de l'intelligence artificielle, Jean-François, en 30 secondes chez Alloprof? Pour nous, puis Delphine le mentionnait bien tantôt, notre étoile polaire présentement, c'est de devenir le complice de la réussite de tous les élèves du Québec. On ne pourra jamais avoir un alloprofien pour chaque élève du Québec, mais c'est là que l'IA va pouvoir nous aider, c'est de personnaliser l'aide qu'on peut offrir selon le besoin de l'élève. Très intéressant. Je pense que vous avez une application de synthèse vocale qui s'en vient. Si vous avez des questions, oui. Vous pourrez... C'est fait? Ouais. Ah bon, c'est trop intéressant. On en parlera tout à l'heure. Question suivante, Stéphanie. Chez Zelexio, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle? 30 secondes. Oui, en fait, le but, c'est d'augmenter de plus en plus la base de données avec les contraintes et les experts en pédagogie pour, en fait, faire beaucoup d'entraînement de nos réseaux de neurones pour augmenter, en fait, les possibilités de suggestion pour les enseignants, pour éviter encore plus leur charge mentale. Parfait, ce qui sera assurément apprécié de beaucoup d'enseignants. Merci beaucoup. Et Manon, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle? En 30 secondes au ministère. En 30 secondes, moi, je dirais qu'il est important, dès le début de la scolarité, de briser l'iniquité au niveau de la connaissance, du développement de la compétence numérique. Si on veut avoir des profils sortants avec des futurs travailleurs qui connaissent bien la portée du numérique, il faut absolument s'y pencher et mettre ça au cœur de nos priorités. Merci beaucoup. Et Delphine, en 30 secondes, le futur de l'intelligence artificielle dans l'éducation en général?
Moi, je dirais C'est une question vaste, quand même. Non, mais moi, je vais faire plus court qu'en 30 secondes. Je pense que le futur de l'intelligence artificielle dans l'éducation, c'est le retour de l'enseignant et de l'enseignant humain. Bravo, je pense que Super. bien de Très façon de inspirant. conclure. Merci beaucoup.